On applaudit par habitude, pour manifester son respect ou son enthousiasme. C'est un geste universel, naturel, presque inné. L'homme qui se redresse sur ses deux jambes a soudain les mains libres pour applaudir. Mais que signifie vraiment ce geste? Et quel effet produit-il sur ceux qui reçoivent les applaudissements? Applaudir, c'est approuver. On applaudit dans des situations très variées. Quand on franchit la ligne invisible du cercle polaire, qu'on fête la clôture de l'année boursière, ou qu'on félicite l'heureux acheteur d'un téléphone. Les applaudissements sont le moyen d'expression du groupe, une coutume collective ancestrale. Je dirais que malgré tout, le soleil qui se couche, c'est un petit peu l'image d'une chute. C'est l'image quand même d'un déclin. C'est bien l'image d'une mort. Alors à la fois on est heureux, on a passé un bon moment, on l'applaudit, mais il y a aussi cette satisfaction qui est liée au fait même de la fin de la journée, peut-être la fin de la vie. La salle chaude qui applaudit, c'est équivalent à la protection d'une maman, finalement, à l'amour d'une maman. J'ai souvent honte au moment des applaudissements. Honte d'être applaudi. Mon ex-copine m'a dit un jour, tu fais mal ton travail si tu dois dire, c'est maintenant qu'il faut applaudir. Quand j'ai ce que j'appelle une panne d'amour-propre, je peux très bien vivre sans m'en apercevoir jusqu'à ce que je monte sur scène. C'est là que, tout d'un coup, elle peut remonter à la surface. C'est que c'est ça qui est... on peut dire vraiment qu'un concert, c'est un mariage, en fait. Et il faut que les deux soient bons. C'est-à-dire l'artiste qui chante, hein, ou alors qui performe, et puis le public. C'est-à-dire, si on a un des deux qui est pas bon, ça ne se passe pas. Sébastien Tellier a représenté la France à l'Eurovision 2008. C'est un doux provocateur qui a collaboré avec des stars internationales comme Daft Punk et Sofia Coppola. Si j'avais à faire un concert sans applaudissements, je serais bien embêté parce que justement, pour moi, la récompense de tous mes efforts, ce sont les applaudissements. Au-delà de la billetterie, c'est-à-dire au-delà de l'argent, est-ce qu'on a rempli, il faut que ça claque à la fin. Si l'on part du principe que l'artiste se nourrit des applaudissements, beaucoup plus que de l'argent des spectateurs, les applaudissements seraient alors comme du bon pain, et les spectateurs des boulangers. Et si ces derniers envisageaient de s'abstenir d'applaudir? C'est comme si on allait au restaurant et qu'on ne laissait pas de pourboire. Quand je n'en laisse pas, c'est pour une bonne raison. C'est pareil avec les applaudissements. Si j'ai aimé le spectacle, j'applaudis volontiers, pour montrer aux comédiens que ça m'a plu. Au Schauspielhaus d'Hanovre, on joue Le Prénom, une comédie d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Une pièce qu'on donne souvent et qui affiche toujours complet. Chaque représentation fournit un bon exemple d'applaudissements nourris et enthousiastes. Que se passerait-il si le public n'applaudissait pas? Bonsoir mesdames et messieurs, cher public. Ce soir, nous aimerions vous proposer de partager une expérience. Demander au public de ne pas applaudir à la fin de la pièce, soit. Mais va-t-il pouvoir s'abstenir? Alors qu'il ne peut déjà pas retenir ses applaudissements pour approuver notre demande? Et comment vont réagir les comédiens? Génial, cool. Si c'est ça, je m'en vais.
D'accord. Deine savoyische Glocke. Hier ist ein Saustall. Vielleicht sind sie im Arbeitszimmer. Die Leute sind total begeistert. Les gens adorent. Ça fait plaisir, bien sûr. Être applaudi par 5 ou 600 personnes, c'est un cadeau. Cette vague d'énergie se forme, monte sur scène et vous emporte. C'est comme une vraie vague qui vous arrive dessus et dans laquelle on peut se jeter. C'est très agréable. À quoi reconnaît-on un bon musicien? Qu'un concert est réussi? Ces questions sont à la base de la réflexion du philosophe Charles Ramond. Mais je crois que mon effort théorique a été de rétablir la continuité entre interprétation et applaudissement. On les sépare. On pense qu'il y a une bonne interprétation et ensuite qu'elle est applaudie ou n'est pas applaudie. Mais je pense qu'en réalité, le lien est beaucoup plus fort. L'artiste est là pour déclencher un certain phénomène social. Ce phénomène social, c'est celui des applaudissements, c'est-à-dire celui de la naissance d'une collectivité, d'un groupe humain. Et en ce sens, il est une espèce de prêtre ou d'une espèce de sacrificateur, ou une espèce d'intermédiaire ou de mage qui aide la société à exister comme une société. Et en ce sens, cette fonction d'obtenir des applaudissements, c'est comme faire naître la société. C'est une fonction fondamentale. En d'autres termes, le public n'applaudit pas pour les artistes, mais pour lui-même. Les applaudissements seraient ainsi le ciment de la société. À l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive à Leipzig, Jan Engelmann s'intéresse aux origines des applaudissements. Naturellement, il est difficile de dater leur apparition. Mais d'après une théorie, applaudir en tant que témoignage d'une approbation a commencé avec les battements rythmiques des mains. C'est un geste caractéristique encore à notre époque. Quand on écoute de la musique, par exemple, on bat des mains en rythme. Ce langage d'avant la parole va devenir une coutume. Mais quelle est sa finalité? Sorti de tout contexte social, applaudir revient simplement à battre des mains. D'autres espèces battent des mains, par exemple les chimpanzés. Mais au cours de son évolution, l'homme a transposé ce geste basique dans un contexte social, dans des situations où l'on veut évaluer autrui. Évaluer autrui collectivement en applaudissant crée du lien et procure un sentiment de sécurité. Applaudir, c'est faire du bruit en groupe. C'est la promesse d'une communauté, cette base fragile de la civilisation. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, la vie en groupe était indispensable à la survie de l'individu. Si le groupe vous abandonnait, vous ne pouviez pas survivre dans la savane. C'est ce qui se rejoue lorsqu'on applaudit. C'est pour cela qu'on préfère applaudir, même quand on n'a pas aimé la représentation. Simplement pour faire partie du groupe. Pour pouvoir applaudir, l'être humain a besoin d'hommes et de femmes qui l'enchantent, suscitent le désir et lui offrent un miroir de lui-même. Ces interprètes sont nécessairement en marge de la société. Clémentine Marguenne répète le rôle de Marguerite dans La damnation de Faust. Comme un athlète, entretenir tout son corps, faire du sport, étudier les langues. J'écoute énormément de musique. Quand j'ai un rôle, j'aime écouter par exemple toutes les interprétations qui me sont possibles d'être écoutées pour voir comment telle chanteuse s'est sortie d'une difficulté. Donc oui, c'est pas juste le fait de chanter, être chanteur. Ok, non.
Aujourd'hui, des hommes et des femmes se réunissent pour donner une représentation. On ne se retrouve plus autour du feu comme à l'âge de pierre. Toute une économie s'est développée autour du spectacle. On répète, on tâtonne, on crée. Comme au Deutsche Oper à Berlin, Christian Spuck met en scène l'opéra de Berlioz avec un chœur de 120 chanteurs, 5 solistes, 20 danseurs, un orchestre exceptionnel et d'innombrables techniciens en coulisses. Plus de 300 personnes participent au spectacle. Lorsque le théâtre apparaît en Grèce antique, il donne lui-même naissance aux applaudissements. L'acoustique légendaire des amphithéâtres ne sert pas qu'à la compréhension du texte. Elle permet également au public de s'exprimer par des commentaires ou des applaudissements. C'est la bande-son de la démocratie naissante. Plus tard, à Rome, on peut battre des mains en creux, ou à plat, ou en agitant sa toge. Les applaudissements romains ont plusieurs variantes. À leur arrivée au théâtre, les grands sénateurs sont salués par 3 courtes salves d'applaudissements. Au Colisée de Rome, le public qui applaudit décide de la vie ou de la mort des gladiateurs. Les modalités de l'applaudissement changent selon les civilisations. Mais c'est chaque fois un miroir de la société. Les Allemands réputés pour leur discipline applaudissent particulièrement longtemps, par exemple. Bernd Schwab est féru d'opéra et partage sa passion avec d'autres mélomanes avertis. Salut Bernd. Salut Uli. Content de te voir. Applaudir, crier bravo ou huer lors d'une première, ce sont pour moi des formes d'expression du public, une manière d'articuler ce qu'il ressent. Pour parler par métaphore, quand je suis spectateur, je suis à la merci du metteur en scène. Quand j'applaudis, que je crie bravo ou que je hue, je me libère de cette captivité. Je m'émancipe d'une certaine façon. Lohengrin est un bon exemple. C'est l'un de mes opéras favoris. J'ai adoré cette représentation et je l'ai fait immédiatement savoir en criant un bravo tonitruant. Dès que le rideau est tombé. Tu vas voir, on l'entend. Juste après le dernier accord. Maintenant. Tu étais le tout premier. Oui, mon montant dure une fraction de seconde. Au XVIIIe et XIXe siècle, on va au théâtre pour passer une soirée en société. Ce qui se passe sur scène est secondaire. Quand et comment la relation entre les comédiens et le public a-t-elle évolué? Quand les spectateurs sont-ils devenus plus respectueux? C'est le sujet d'étude de Bettina Brandl-Risi. On va au théâtre pour retrouver des amis, pour discuter. Dans certains théâtres, les loges sont même équipées de rideaux qu'on peut tirer pour créer de l'intimité. Certains vont jusqu'à recevoir des femmes et avoir des relations sexuelles dans leur loge. Le premier à plonger la salle dans le noir, comme on le fait aujourd'hui, est Richard Wagner, au Festival de Bayreuth de 1876. Assister à un opéra de Wagner à Bayreuth peut devenir une expérience quasi mystique. Le public est censé se concentrer, rien ne doit le distraire. Le moindre toussotement fait grincer des dents. Les rangées de sièges sont comme les bancs d'une cathédrale de la grande musique, et c'est seulement à la fin, au moment des applaudissements, que les spectateurs peuvent se délester de la tension accumulée au cours du spectacle. Attendre avant d'applaudir, c'est caractéristique de Bayreuth. Du coup, le public va exprimer son jugement de manière excessive.
Le summum, ce furent les applaudissements légendaires à la fin de la dernière du Crépuscule des Dieux, mise en scène par Patrice Chéreau. Ils ont duré 90 minutes. Alors, ça fait quoi de ne pas applaudir? C'est super nul. Pourquoi? Parce qu'on prive les comédiens de leur salaire. Que ressentent les comédiens? Ils viennent de travailler pendant 1h30. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sans être applaudis. Le succès se mesure aux applaudissements. C'est bête de s'en priver. C'est idiot, on a vu. Tout simplement idiot. Je me sens nue devant le public. C'est moins vrai avec le rituel des applaudissements. Il nous protège. Là, on est dénudés. Eh bien, on reste bloqué, comme suspendu dans l'air. Et vous, vous montez sur notre scène. C'est à la limite du désagréable. Vous nous utilisez comme cobayes. Mais les gens sont de notre côté. Marco Lauffenberg est un parfait inconnu, un homme de l'ombre. Pourtant, toutes les semaines, il se tient devant des milliers de spectateurs et déclenche leurs applaudissements. C'est son métier. Il est chauffeur de salle. Je trouve ça super comme rôle. Ça suffit à mon ego. Je n'ai pas besoin d'être une star. Sur un talk show de fin de soirée, ou une émission classique pour adultes, c'est un peu comme si je faisais la première partie. Sur une émission pour enfants, je suis plutôt un dompteur. Und ich rufe diese Namen jetzt mal in den Raum und ich hätte ganz gerne von euch tollen Applaus für alle Künstler. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen lasst was hören. Heute auf unserer Bühne Laura. Jawohl, und die Transparento. Nochmal, da möchte ich hier, Jule. Die Frau neben dir hat schon wieder nicht mitgemacht. Da musst du ein bisschen aufpassen. Das hat mir nicht gereicht. Wenn du merkst, dass die keine Lust hat, dann machst du so ein bisschen mit dem Ellbogen und sagst Spaßbremse. Je fais la différence entre des applaudissements spontanés et des applaudissements sur commande. Une foule a toujours une dynamique. Si un claqueur donne le rythme, ça s'entend. Moi, je ne fais pas ça. J'aime pas ça.
À l'époque, les claqueurs ont fait leur apparition quand l'Opéra de Paris a subi une profonde transformation. Dans les années 1830, le public des théâtres parisiens change de visage. Les nobles n'ont plus les moyens d'aller au spectacle. Ils sont remplacés par des bourgeois qui n'ont pas la même instruction. C'est à ce moment-là que les claqueurs apparaissent avec un rôle de pédagogue, pourrait-on dire. Le tapageur tape des mains, le rieur rit là où il faut, et le pleureur verse de chaudes larmes. Un chef de claque dirige la troupe qui peut compter jusqu'à une centaine de claqueurs. Ce système s'est véritablement institutionnalisé, au point que le chef de claque figure sur la liste des employés de l'Opéra de Paris, avec un salaire parfois supérieur à celui des interprètes. Combien de temps dure un passage sur scène? L'arrivée sur le plateau doit s'accompagner d'applaudissements. C'est super important pour la dynamique de l'émission elle-même, mais aussi pour l'invité. Quand on va passer dans une émission de télé, on a le trac. Si les applaudissements s'arrêtent à mi-course, c'est comme si le tapis rouge n'allait pas jusqu'au bout du parcours. Ça fait très bizarre. Applaudir sert à approuver, mais aussi à maintenir une cohésion. Rhythmisch klatschen kriegst du hin. Vielleicht. Vielleicht. Komm, wir versuchen das mal zusammen. Rhythmisch klatschen. Achtung. Le désir de battre des mains en rythme avec les autres obéit-il à une loi de la nature ? Les choses et les gens n'ont-ils pas tendance à synchroniser leurs mouvements pour faire naître de l'harmonie en lieu et place du chaos ? Quand les applaudissements se synchronisent comme ces métronomes, l'individu se fond dans la masse. Dans une expérience désormais célèbre, on a fait marcher des sujets en cadence. Ceux qui ont marché en cadence sur 50 mètres ont adopté par la suite un comportement beaucoup plus social envers leurs camarades que les individus qui avaient simplement marché en groupe, mais pas en cadence. Quelque part dans l'oreillette du cœur, une cellule anonyme dirige des milliards d'autres cellules pour qu'ensemble, en cadence, elles fassent battre le cœur. La synchronisation des mouvements transforme les hommes et les femmes en forces puissantes qui bat au rythme que donne un seul individu. Le sport, c'est du théâtre. La rencontre opposant l'équipe de basket d'Alba Berlin à celle de Bamberg, son éternel rival, est l'un des temps forts de la saison. Alba perdait. La salle l'a fait remonter.
C'est la salle qui lui a permis de remporter le match. Les supporters de football chantent et battent des mains en rythme. Ils forment un groupe uni par le désir de voir leur équipe écraser l'adversaire. Puisque le ballon de foot, un morceau de cuir, représente assez bien, on imagine la tête, soit d'un animal, soit même d'un homme, qui servait d'enjeu dans des mises à mort rituelles très anciennes. Et donc, tout ce public qui crie, qui hurle devant des équipes en train de se partager quelque chose qui est en cuir, et le cuir c'est de la peau. Applaudir évoque un rituel antique et puissant. Il possède une force ancestrale. C'est tout son intérêt en politique. Il révèle d'ailleurs beaucoup de choses sur le régime politique en vigueur. Louis XIV, par exemple, applaudissait seul. C'était son privilège. La cour n'applaudissait qu'après son départ et seulement si le roi avait applaudi. À l'époque stalinienne, tout le monde applaudissait, sauf Staline. Le premier qui s'arrêtait était suspect et risquait la prison. On finit par utiliser une sonnerie pour sonner officiellement la fin des applaudissements. Aujourd'hui, au Parlement allemand, seuls les députés peuvent applaudir, pas les visiteurs. On craint qu'ils n'influencent les représentants du peuple. Petra Pau est députée du parti de gauche, Die Linke, depuis 1998. En 2003, son parti n'obtient pas assez de voix pour siéger au Parlement. Mais elle-même, ainsi que sa collègue Gesine Lötsch, sont élus au scrutin uninominal. C'est une situation peu commune. Les deux femmes se retrouvent seules de leur parti à siéger au Bundestag. Lors de la première séance plénière du Bundestag, je découvre que, dans l'hémicycle, on a installé 2 chaises toutes seules, tout derrière, devant la porte, pour les députés sans groupe parlementaire. On élit le président du Parlement et, comme le veut l'usage, le candidat victorieux fait un petit discours. À ce moment-là, je comprends que ma collègue et moi-même allons avoir une grande responsabilité envers les électeurs et les électrices, bien sûr, mais aussi l'une envers l'autre, parce que, a priori, nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes pour nous applaudir pendant cette législature. En plus, nous aurons une grande distance à parcourir pour rejoindre la tribune et les sténographes. Dès la première séance, on s'est applaudi mutuellement tout le long du chemin. Bürgerkriegsflüchtlinge oder Asylsuchende abzuschieben. Auch deshalb werden Gesine Lötsch und ich heute mit Nein stimmen. Applaudir toutes les prises de parole est une fâcheuse habitude qu'ont prise tous les groupes parlementaires, même le nôtre. On n'a encore rien dit, rien fait de méritoire, et pourtant on est déjà applaudi par tout son groupe parlementaire, simplement parce qu'on va à la tribune. Les députés devraient arrêter, c'est de la mise en scène. Ça n'a rien à voir avec le débat politique, ni avec une véritable reconnaissance. Le chœur avance, ensuite les danseurs. Lors de la répétition générale de la damnation de Faust, on fixe l'ordre d'apparition de chacun au moment des salutations finales. C'est un élément de la mise en scène. La représentation s'achève avec le dernier applaudissement.
La première de la damnation de Faust aura lieu dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est la présentation à la presse. Le metteur en scène et chorégraphe Christian Spuck a le trac. On s'expose. On se présente à un public relativement nombreux, étant donné la taille de la salle, et on attend sa réaction spontanée à cette mise en scène qui a demandé beaucoup de travail. Forcément, on est nerveux. Ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Dans mon travail de metteur en scène et de chorégraphe, je doute en permanence. Ça commence dès la première seconde, dès l'instant où je choisis la pièce. Je ne comprends pas pourquoi le metteur en scène est toujours devant, comme un Deus ex machina qui sait tout et dirige tout le monde. Je suis très curieux de voir Clémentine Margaine. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pris des places pour la première. Parce que sinon, je ne tiens pas spécialement à voir cet opéra. Et je n'en attends pas grand-chose. Bernd Schwab et Ulrich Nimsch, les deux mélomanes, vont assister à la première de la damnation de Faust. Ils examineront tout à la loupe. La distribution, le livret, la mise en scène. C'est mis en scène par un chorégraphe, alors que c'est un opéra. Même si ce n'est pas un opéra au sens habituel. Je nous imagine déjà en train de huer. L'homme ne peut pas s'empêcher de juger. C'est dans sa nature. Sans cette aptitude, il ne pourrait pas vivre en société. Applaudir, c'est manifester de manière collective un jugement et produire un grand effet sur la personne qui en est l'objet. Je sais à la dernière note chanter comment j'ai chanté. Et je veux dire comment j'ai chanté par rapport à ce que je peux donner. Si j'ai été meilleure ou moins bonne qu'en répétition. Et ça, c'est un jugement personnel et que je suis la seule à connaître. On a le cœur qui bat, la gorge sèche, les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent. Voilà, c'est ça le stress. Le jour de la première, chacun gère son trac comme il peut. Certains s'isolent, d'autres préfèrent avoir de la compagnie. Mais tous sentent la peur les gagner. Démonstration de coaching lors d'un congrès. Michael Bonneux aide les musiciens à surmonter le trac. Quand je suis au centre de l'attention d'un groupe, je suis tendu comme 80% des gens. Je pense que c'est lié à l'évolution de l'espèce. Il y a 25 000 ans, si je m'étais trouvé au centre de l'attention d'un groupe, devant des inconnus, ça aurait été dangereux. Tu as trouvé ça comment? Ce n'était pas une situation normale. Ah bon? Maintenant, tu vas donner seulement 80% de toi-même. C'est possible? Oui. Fais ça alors. Pour ma petite expérience, j'ai besoin de ce premier passage. Et 80%, ça me suffira. C'est drôle. C'est drôle de me dire que je donne un concert quelque part et que je m'en contrefiche. Je ne vais jouer qu'à moitié.
Mais je me sens plus libre. J'ai mis 10 ans à comprendre ça. D'accord. C'est parce qu'on se met moins la pression. Ce qui est en jeu, c'est notre valeur propre. Si les gens n'apprécient pas ma prestation, comment vais-je le prendre? Sur scène, on ne peut pas faire l'économie de cette question de la confiance en soi. Un jour, j'ai compris que la scène était comme une loupe qui amplifiait notre confiance ou notre manque de confiance en nous-mêmes. Je demande aux psychologues dans la salle d'observer ce jeune homme de façon générale. Notez vos remarques, s'il vous plaît. On va les lire après. À vous. Les applaudissements provoquent du stress chez beaucoup d'artistes. Parce qu'ils les placent de nouveau au centre de l'attention, mais d'une autre façon. Ils ne sont plus dans leur rôle d'interprète, de comédien ou de musicien. Mise à nu, démunie. Des failles de la personnalité peuvent apparaître. En applaudissant, on matérialise la zone de transit non réglementée entre la personne et le rôle qu'elle interprète. Je suis dans un état intermédiaire. Je ne suis plus un professionnel parce que je n'ai plus mon instrument de musique. Je redeviens une personne ordinaire. On peut avoir beaucoup de mal à supporter les applaudissements. Si tu regardes les notes de musique et que tu te dis que tu vas les jouer, que ressens-tu? Au secours. Au secours? Se rendre dépendant des applaudissements, c'est très dangereux. Il y a un grand risque à monter sur scène de manière générale. C'est lié au désir de plaire. Si je monte sur scène et qu'intérieurement j'ai le désir de plaire, je cède aux autres le pouvoir de dire si je joue bien ou pas. Si je me fixe comme objectif de provoquer tel sentiment chez autrui, je n'ai plus aucune influence sur mon objectif. Je me rends dépendant d'autrui et je lui donne le pouvoir sur mes sentiments. Il vaudrait mieux monter sur scène en se disant « Je ne dépends ni des applaudissements, ni du jugement d'autrui. Je suis mon propre juge. » La toute première forme d'autocritique, c'est la durée d'applaudissement que je m'autorise. Si je trouve que la soirée n'était pas géniale, je me dis que 30 secondes, ça suffira bien. Et si c'était super, je me donne 50 secondes. C'est comme ça que ça fonctionne, et ça me va bien. Les soirées d'improvisation de Jürgen Kuttner existent depuis 15 ans. Elles sont devenues une institution à la Volksbühne de Berlin. À chaque fois, l'artiste joue avec les mots durant plusieurs heures, sans texte ni souffleur. Ce qu'il fait là, c'est incroyable. Il improvise durant 2 heures, une fois par mois. C'est loin d'être évident. C'est pas à la portée de tout le monde. Chapeau. C'est très exigeant d'être tout seul sur scène, sans texte. D'autant que le sujet de la soirée change à chaque fois. Il faut être juste, il faut intéresser les gens. On a peur d'être à côté de la plaque. C'est crevant. Pour moi, l'enfer, ce serait d'être assis seul dans ma loge, dans une pièce isolée, complètement insonorisée. Quelque part, j'ai besoin de cette peur caractérisée. J'ai besoin de me retrouver dans ce lieu public. Je jette un œil au spectateur, je regarde mes notes, j'essaie de m'en imprégner. Les gens m'ignorent complètement. C'est assez dingue. Le public a besoin de cette distance pour pouvoir applaudir par la suite.
Cette communauté qui se crée à l'occasion de la mort d'une héroïne ou d'un héros, eh bien c'est évidemment la formation archaïque des sociétés. Il faut qu'il y ait par exemple quelqu'un qui est tout seul sur la scène, souvent c'est une femme, c'est-à-dire un être faible. D'ailleurs, il faut bien se souvenir que tragédie, ça vient du grec tragos, le bouc. Le théâtre, c'est toujours une affaire de bouc émissaire au départ. Il y a une continuité, si vous voulez, entre le sacrifice animal, la tragédie et ensuite les applaudissements. C'est toujours plus ou moins le même geste. C'est-à-dire une foule entière qui se réjouit de la mort ou de l'immobilité de quelqu'un qui est tout seul par rapport à elle, donc qui est en position d'infériorité et de grande faiblesse. Et devant une foule qui émet un bruit et qui, souvent, dans le théâtre, se contente pas d'applaudir, mais aussi va jeter sur l'interprète des fleurs, parfois des canettes de bière dans les concerts rock, etc. Donc on a vraiment des jets d'objets qui sont certainement des traces de ces lapidations symboliques qui sont le prélude à la constitution de l'humanité. Ich habe sowieso für eine Rede mit jetzt hier noch Sport machen. Das ist mir echt ein bisschen zu viel. 45 Minuten. Quand ils font silence comme ça d'un coup, c'est énorme. J'ai le sentiment que ça va être passionnant ce soir. Au théâtre, on dresse un compte-rendu de représentation. C'est le métier de Karin Beyer à la Volksbühne de Berlin depuis 30 ans. Une chose qu'on note toujours dans le compte-rendu de représentation, c'est la durée et l'intensité des applaudissements. L'assistant du régisseur ou l'avertisseur se place à droite ou à gauche de la scène pour diriger la troupe pendant les applaudissements. Parce que les comédiens ont tendance à se disperser. Je pense que c'est dans tous les théâtres pareil. Quand ils ont terminé et qu'ils sont sur le côté, la pression retombe. Ils ne sont plus concentrés, ils ne savent plus qui doit aller où ni dans quel ordre. Alors on s'en charge. On se met sur le côté, on a l'ordre des salutations sous les yeux et on leur dit « à toi ». On donne le rythme. On fait une pause. Ou alors, tout le monde, moins vite. En avant, en arrière. On consigne le nombre de rideaux et la durée des applaudissements. L'applaudissement devient ainsi l'unité de mesure de la comptabilité artistique. C'est un peu comme si on feuilletait un livre d'or et qu'on se dise « Ah, un tel m'a écrit un mot ». Ou quand on regarde les vieux journaux, plein de souvenirs remontent. Murks den Europäer, par exemple. Ça a été la première mise en scène de Christoph Marthaler chez nous.
Ici, on note le numéro de la représentation. C'était la 101e en l'occurrence, le titre, l'heure de début, l'heure de fin, la durée des applaudissements en minutes et le nombre de spectateurs, complet en l'occurrence. Lumière. Attention, levée de rideau. Levez le rideau. Rideau. Une fois tout le monde. Puisqu'on arrive en tant que moi, Clémentine, je viens vous demander comment avez-vous apprécié ma prestation. C'est très agréable, c'est très excitant. C'est un peu étrange les applaudissements et je crois que pour apprécier vraiment des applaudissements, il y a quelque chose d'assez narcissique là-dedans. C'est aimer que tous les gens nous applaudissent et nous célèbrent en quelque sorte. Donc ça vient avec l'âge, je crois, le narcissisme. Reculez. On éteint les lumières. Qu'est-ce que c'est qu'une star? Eh bien, une star, en français, ça s'appelle une étoile. C'est quelque chose qui est très lointain. Et donc, transformer quelqu'un en star, c'est le mettre très loin, dans le ciel, tout petit. C'est pas très loin, en réalité, de le tuer. Tout le monde a envie, après le concert, de continuer à passer la soirée avec moi. J'ai envie que les gens me trouvent super sympa, super intelligent, voilà, qui m'adorent, quoi, voilà. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. L'amour et la violence sont les deux forces antagonistes qui font tourner le monde au son des applaudissements. L'homme est une hydre à deux têtes. L'une cherche à se fondre dans la masse et l'autre à sortir du lot. Certains osent braver le danger et se présentent devant la société pour que la foule puisse s'unir et ne faire qu'une. Ah, bravo, hein. Oulala. Les concerts où il y a le plus d'applaudissements, qui durent le plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène de grande proximité, je suis convaincu, entre la starisation et la victimisation. Et très souvent, les interprètes, dans la musique pop, etc., sont soumis au même phénomène. On veut les toucher, on veut prendre un morceau de eux-mêmes. Et si on laissait faire la foule, ils seraient certainement déchirés par la foule, comme Orphée.
Non, excusez, j'ai pas compris.